Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de modélisation appliquée à Modeflow Flex. Et dans cette nouvelle leçon, nous allons voir comment faire la modélisation d'un écoulement en régime permanent. Alors, d'abord, c'est quoi, bien sûr, l'objectif de cette leçon, c'est de vous permettre d'apprendre comment construire et simuler un modèle numérique d'écoulement en régime permanent dans un aquifère libre isotrope à l'aide des modes Flowflex. Et là, j'insiste sur les quelques termes de cet objectif, notamment les modèles d'écoulement en régime permanent. Parce qu'en hydrogéologie, nous pouvons bien avoir plusieurs types de régimes d'écoulement. Mais voilà, pour ces premiers exercices, nous allons nous focaliser sur les régimes permanents et nous allons vous montrer quels sont les différents autres régimes qu'on peut avoir dans Mode Flowflex. Et ensuite, bien que cette modélisation concerne l'écoulement en régime permanent, et ça va s'appliquer sur un aquifère libre isotrope, et là aussi, nous devons vous dire qu'il n'existe pas que des aquifères libres et isotropes. Il existe aussi plusieurs types d'aquifères et nous allons essayer de vous énumérer dans cette leçon et vous expliquer quelle en est la nuance. Donc, cet exercice va consister d'abord à définir la géométrie de notre modèle et ensuite nous allons assigner des propriétés hydrauliques à ces modèles et nous pourrons appliquer les conditions aux limites C qui va correspondre simplement aux limites géométriques qu'il faut définir pour ces modèles. Et ensuite, la quatrième étape sera celle d'exécuter la simulation proprement dite avant de visualiser les résultats. Alors, sans plus tarder, nous allons vous évoquer les différents paramètres qui seront évoqués pour pouvoir, bien sûr, parfaire cet exercice. Mais avant d'y arriver, nous allons commencer par présenter les différents paramètres en question. Voilà, alors le premier élément dont nous allons nous atteler, c'est notamment voilà, les régimes d'écoulement des eaux souterraines. Tel que je vous l'ai dit au départ, il y a plusieurs régimes d'écoulement. En l'occurrence, nous allons en dénombrer 4 dans cette formation, parmi lesquels vous avez les régimes d'écoulement permanents. Ok, ces genres de régimes, ce sont des régimes dont les conditions hydrauliques ne changent pas avec le temps. Et quand on parle des conditions hydrauliques, il s'agit par exemple de la charge, ça veut dire la façon dont voilà, le domaine est alimenté par l'eau. Il y a par exemple les débits qui correspond voilà, au volume d'eau qui traverse par une unité de temps une section donnée. Vous avez par exemple la vitesse. Ok, tous ces paramètres ici sont des paramètres qui vont rester constantes, ne vont pas changer pour ce qui est du régime permanent. Et pour enchérir, cela voudrait dire que le système sera supposé en équilibre, ok? Donc le volume entrant de l'eau dans un domaine est égal au volume sortant. Vous pouvez vous imaginer par exemple un bassin, ok? Un bassin dans lequel on est en train d'ajouter une quantité quelconque d'eau et au même moment qu'on est en train d'enlever une autre quantité identique d'eau. Ok, la quantité d'entrée sera égale à la quantité de sortie. Alors, pour ce genre de système, sachez que nous sommes tout simplement dans un système de régime permanent. Donc, ici, si on pourrait traduire soit par une formule, voilà, nous pouvons dire, voilà les différentiels de la charge sur les différentiels de temps va tout simplement donner 0. Donc, ces régimes A aussi
un avantage. L'avantage, c'est que ces genres de régimes sont plus rapides à assimiler. Donc, la modélisation d'un régime d'écoulement permanent est plus rapide à faire et aussi il est utile pour diagnostiquer des cas initiaux. Ok, donc si nous sommes en train d'étudier initialement un domaine, il est préférable de commencer par les modéliser en régime permanent avant bien sûr d'évoquer les régimes plus complexes. Donc, il permet aussi d'élaborer les bilans hydriques ou des systèmes de stabilité. Par contre, sa limite, c'est que, voilà, il ne reflète aucune variation temporelle due à des événements comme la pluie, les pompages cycliques et les saisons. Donc, dans notre vie réelle, voilà, tout domaine souterrain, toute portion de la Terre est toujours confronté généralement à des pluies. Ok, généralement, on peut creuser des puits d'alimentation d'eau, les forages qui sont tout aussi fréquents aujourd'hui. Et ça peut considérablement faire que, voilà, les paramètres hydrologiques puissent varier. Et donc, si on a que la possibilité de modéliser voilà, l'écoulement souterrain en régime permanent, ça veut dire qu'on sera bloqué. Ensuite, le deuxième régime dont on va parler, c'est les régimes transitoires. Et voilà, ces régimes diffèrent du premier du fait que les conditions hydrauliques ici varient au cours des temps. Ça veut dire que la charge ou l'alimentation d'un domaine à l'eau, voilà, les volumes de l'eau sur une section pour une unité de temps et aussi la vitesse de l'eau dans les sous-sols va varier considérablement par rapport au temps. Alors, quand ces trois paramètres varient, il est tout à fait possible de parler du régime transitoire. Et là, il y a même une équation qui représente cette réalité. Alors, voilà, pour ce qui est des régimes transitoires, l'avantage, c'est qu'il permet de modéliser des scénarios réalistes. Des scénarios réalistes, c'est quoi? Dans notre réalité, voilà, vous avez toujours des puits d'alimentation, donc les forages d'alimentation d'eau. Donc, avec l'assimilation d'un tel régime, vous pouvez bel et bien faire l'étude de ces cas. Vous avez les contextes de recharge, ça veut dire que l'eau ne pas qu'alimenter naturellement à un domaine, vous pouvez avoir d'autres sources d'alimentation qui vont constituer ce qu'on appelle la recharge. Vous avez aussi de variations de paramètres hydrauliques saisonnières. Voilà pourquoi on va parler ici de saisonnalité. Ou carrément, on peut avoir des contaminations. Ça veut dire l'eau de l'écoulement peut être caractérisée par certains voilà, solidités qui, bien sûr, doivent être prises en considération lorsque l'assimilation est faite. Ensuite, quelles sont les difficultés ou les contraintes? C'est que pour faire l'assimilation d'un écoulement en régime transitoire, il va falloir être patient. Pourquoi? Parce que le temps d'attente sera long et voilà, de telles simulations nécessitent aussi voilà une certaine catégorie de données que vous devez bien sûr prélever. Ensuite, après le régime transitoire, nous allons parler voilà, d'un régime pseudo-permanent. C'est quoi ces régimes pseudo-permanents? C'est tout simplement un cas particulier voilà, des régimes permanents où les conditions évoluent très lentement. Ok, donc vous pouvez avoir voilà, un régime permanent ok, où l'on sait dans les cas généraux que le voilà, paramètre hydraulique ne change pas, ok, mais si vous constatez que voilà, ces paramètres hydrauliques changent très lentement à ce moment-là, on peut parler au lieu de régime permanent tout court, on peut parler d'un régime pseudo-permanent.
Voilà. Alors, ces régimes consacrent que les systèmes semblent localement à l'équilibre, mais présentent une tendance de fond. Par exemple, nous pouvons donner comme illustration l'évolution lente d'une nappe sur plusieurs années de recharge constante. Et voilà le dernier, voilà, régime d'écoulement souterrain que nous pouvons évoquer, c'est notamment les régimes cycliques ou périodiques. Ici, ils désignent tout simplement les systèmes qui sont soumis à des variations régulières dans les temps. Par exemple, nous connaissons que, voilà, si nous sommes dans une province donnée, ok, à tel mois ou telle période de l'année, il y aura la saison pluvieuse et nous savons que la pluie va considérablement alimenter les domaines. Donc, vous savez que voilà, cela se passe chaque année et chaque année, vous devez tout simplement prévoir la variation de paramètres hydrauliques concernant ces domaines. Et donc là, nous pouvons voilà mettre en exergue un régime cyclique ou tout simplement un régime périodique. Voilà, ici, on donne par exemple l'exemple de pompage des ruissellements, recharge fluviale annuelle pour celui de la pluie, j'en ai déjà évoqué. Maintenant que nous avons parlé des types de régimes d'écoulement souterrain, nous allons aussi parler des types d'aquifères. Vous vous souvenez, ça fait partie de deux concepts clés, voilà, qui va caractériser cette leçon. Alors, les aquifères, il y en a plusieurs, ok, mais il est très essentiel de distinguer la nature d'aquifères auquel vous aurez à simuler la modélisation. Pourquoi? Parce que chaque aquifère a aussi des conditions ou des paramètres, voilà, hydrologiques qu'il bien sûr va l'accompagner. Donc ici, nous allons distinguer en bref quatre, bon, disons peut-être cinq aquifères, à savoir les aquifères libres, les aquifères semi-captifs, les aquifères captifs, les aquifères karstiques et les aquifères hétérogènes ou anisotropes. Alors, qui dit aquifère libre dit eau souterrain qui est en contact direct avec voilà, l'atmosphère à travers la zone non saturée qu'on appelle vadose. Donc là, vous savez que vous pouvez avoir par exemple une eau libre qui est exposée à la surface mais qui provient directement bien sûr d'une nappe et donc de tels cas correspondent tout simplement à des aquifères libres. Alors, la spécialité de cet aquifère, c'est que sa surface est exposée à l'atmosphère et donc elle va varier par rapport à la recharge ou bien sûr au pompage. Et le deuxième type d'aquifère, c'est tout simplement l'aquifère semi-captif, ok? Et ces genres d'aquifères, ce sont des aquifères qui sont confinés par une couche semi-perméable, par exemple limon, qui laisse passer lentement de l'eau. Donc vous avez voilà une couche très perméable au-dessus de laquelle il y a une couche semi-perméable et l'eau de la couche très perméable peut s'infiltrer à travers la couche un peu perméable pour bien sûr alimenter un domaine X. Et ensuite, vous avez le troisième aquifère, c'est l'aquifère captif, voilà, qui est tout aussi un type d'aquifère qui est entièrement saturé ou entouré par des couches perméables. Donc là, vous avez une couche perméable qui contient justement assez d'eau, qui est encadrée au-dessus et en bas par une couche imperméable. Et généralement, ces genres d'aquifères qui bien sûr fournissent l'eau de bonne qualité parce qu'elles sont exemptées à la pollution superficielle. Vous avez les aquifères karstiques qui sont des aquifères situés dans une zone soluble, le calcaire, la dolomie, avec des vides ou conduits créés par dissolution. Ça veut dire vous avez ces deux roches, le calcaire et la dolomie, qui sont des roches naturellement
solubles parce qu'ils contiennent de minéraux qui peuvent entrer facilement en solution. Ok. Alors, quand ces minéraux se dissolvent, ils laissent tout simplement des vides à l'intérieur de la roche et ces vides, lorsqu'elles sont interconnectées, elles peuvent bien sûr favoriser voilà la circulation ou l'écoulement de l'eau dans le sous-sol et constituer ce qu'on appelle un aquifère karstique. Vous avez pour finir l'aquifère hétérogène ou anisotrope qui, contrairement à l'aquifère isotrope dont on va parler dans cet exercice, et donc l'aquifère isotrope, ce sera l'aquifère dont, bien sûr, l'écoulement en longitude, donc latéralement, longitudinalement ou du point de vue de la profondeur sera égal. Ok, donc vous avez voilà la conductivité de l'eau qui sera égale dans toutes les directions de l'espace. C'est ça qui correspond à isotrope. Mais par contre, aquifère hétérotrope ou anisotrope, ce sera l'aquifère dont la conductivité de l'eau va être différente selon les différentes directions de l'espace. Voilà, donc nous allons voilà passer à cette première étape qui va consister à créer voilà les projets dans voilà Moodflowflex et juste les quelques étapes que l'on aura à évoquer, c'est d'abord que voilà pour créer les projets, on va bien sûr parcourir quelques étapes parmi lesquelles il faut créer un nouveau projet qu'on va nommer exercice 1 et il faut définir l'emplacement de ces projets. Ok, bon, on va mettre ça par exemple dans les disques 2 et dans les dossiers exercice 1. Il faut choisir les scénarios modèle numérique. Ça veut dire que dans Plaxis, et plutôt dans Moodflowflex, on va vous donner deux modèles de simulation, soit numérique, soit, si vous voulez bien, analytique. Et voilà, pour cet exercice, on va choisir numérique. Voilà, donc numérique et conceptuel, disais-je. Et pour cet exercice, on va choisir numérique. Et pourquoi numérique? Parce que tout simplement, ça nous permettra par la suite d'importer les différents éléments qui peuvent accompagner notre projet, notamment les shapefiles, le carte et consorts. Voilà, fixer la date du débit. Donc, dans cet exercice, on prendra voilà le 1er janvier 2014. Conserver les paramètres des Flix par défaut. Donc, vous verrez que Plaxis va nous proposer les paramètres des Flix et nous aurons à prendre un paramètre bien spécifique. Choisissez Moodflowflex comme moteur de simulation. Donc ça, sont les premières précisions que nous aurons à prendre pour bien sûr créer ces projets. Et ensuite, les deuxièmes précisions que nous aurons à prendre seront par rapport à la définition de limite de notre domaine, ce qu'on appelle justement une étape très capitale. Voilà, et parmi ces conditions, c'est que nous aurons bien sûr à définir voilà les nombres de lignes et de colonnes pour dire que voilà, lorsque notre domaine sera créé, il sera tout simplement subdivisé en des petits blocs, ok, et ces petits blocs seront délimités par des lignes et des colonnes. Et donc, pour ces projets, nous aurons 60 lignes et 56 colonnes. Et voilà, pour ce qui est de voilà distance, ça veut dire les conditions ou limites, vous aurez bien sûr à l'origine x0 et à l'extrémité x voilà 580 pour dire que voilà la longueur de notre domaine sera de 580 mètres et la hauteur de notre domaine sera de 600 mètres. Voilà. Et ensuite, pour ce domaine, nous allons modéliser un contexte dont nous aurons trois couches. Voilà, trois couches des matériaux géologiques. Et ces trois couches seront tout simplement caractérisées par le fait que voilà, le toit de la première couche sera à 10 mètres, ok,
et son mur à 6 mètres. Le toit de la deuxième couche commencera à 6 mètres et son mur à 3 mètres. Et le toit de la troisième couche à 3 mètres et voilà son mur à 0 mètre. Voilà donc l'essentiel de ce que nous allons faire pour cette première étape. Donc je vais d'abord arrêter les diapos et revenir sur notre logiciel Moodflowflex. Ici, on va pas justement demander voilà la mise à jour. Donc, je vais cliquer sur Remind. Et ensuite, je vais commencer par la création du projet. OK, donc pour créer les projets dans Moodflowflex, je vais aller sur voilà le menu File et je vais sélectionner tout simplement New Project. Voilà. Voilà, une fois sur New Project, comme name, je vais donner les noms de, si vous voulez bien, exercice 1. Et là, je vais vous rappeler ce que nous avons dit dans notre vidéo précédente, qu'il faut éviter les caractères spéciaux comme cardinal, point d'exclamation, point d'interrogation, lorsque vous donnez les noms dans Moodflowflex. Et ensuite, je vais cliquer voilà, sur cet outil pour définir l'emplacement où je vais enregistrer mon projet. Donc, je clique dessus. Sachez que j'ai plusieurs possibilités. Je peux mettre dans document, mais j'aimerais particulièrement mettre ça dans disque C si vous voulez, ou même dans disque D. OK, je vais justement cliquer sur ces boutons pour dire exercice 1 slash Moodflowflex. Voilà. Donc, c'est celui-là. Donc, je vais enregistrer mon projet ici. Vous allez vous en souvenir. Je clique sur OK. Alors, maintenant que nous avons enregistré notre projet, nous pouvons définir les systèmes de projection et vous pouvez les faire ici. Donc, ici, vous avez la possibilité de définir les systèmes de projection de votre zone d'étude. Par exemple, si j'étais dans mon pays au Katanga, je pourrais choisir ITM 35 Sud. Voilà, ITM, la zone 35 Sud. Mais dans le cadre de cet exercice, par exemple, nous allons tout à fait utiliser carrément voilà les systèmes locaux. Si vous voulez pas définir bien sûr un système bien approprié, vous pouvez les garder là-bas. Vous pouvez garder bien sûr local Cartesians. Voilà. Alors, à part les systèmes de projection, vous pouvez aussi définir l'unité. Vous pouvez voir que nous avons les différents paramètres hydrauliques ici, mais avec leurs unités. Et ça, c'est très capital de connaître, bien sûr, les unités dans lesquelles seront exprimées les variables que nous allons renseigner ici dans Moodflowflex. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous renseignez un paramètre hydraulique à une valeur dans une unité X, alors que dans Moodflowflex, c'était dans une unité Y, il n'y aura pas de cohérence et même les résultats de votre simulation seront tout à fait faussés. Et voilà, déjà ici, dans mon slide, je vous ai présenté quelques voilà, valeurs que nous aurons à utiliser ici dans Moodflowflex. Vous pouvez voir les types d'écoulement, ça on en a parlé, ça sera l'écoulement en régime permanent. Les types d'aquifères, ça sera l'aquifère libre et isotrope. Mais voilà les paramètres hydrologiques, vous en avez comme la recharge, ok, qui sera exprimée en mètres par seconde. Vous avez les débits de pompage qui sera exprimé par mètre cube par seconde. Vous avez la charge fixe, voilà, qui sera exprimée en mètres, que ce soit à l'ouest ou à l'est. Vous avez la conductivité qui sera exprimée en mètres par seconde, que ce soit pour la couche 1 ou pour la couche 2 et 3. Vous avez la conductivité verticale
celle-là sera aussi exprimée en mètres par seconde, mais voilà, ici, elle sera déduite par rapport à 10% sur les conductivités horizontales. Vous avez la porosité effective qui, voilà, est de 25% et donc n'aura pas d'unité si on les convertit en termes des centièmes décimales. Vous avez les rendements spécifiques qui n'a pas d'unité non plus. Vous avez la compressibilité spécifique qui n'a pas d'unité. Le nombre de couches sera donné. Les élévations de couches, voilà, s'expriment en mètres, etc. Donc, vous comprenez que toutes les valeurs telles que déduites dans un terrain ont leur unité et vous devez vous assurer que voilà ces unités-là soient celles qui sont bien sûr renseignées par défaut sur ModeFlowFlex. Et si vous ne comprenez pas encore ces termes voilà, techniques d'hydrogéologie, ne vous en faites pas. Dans la suite de la vidéo, nous allons vous expliquer quels sont ces voilà nous allons vous définir ces différents concepts hydrogéologiques. Donc là, j'ai revenu dans voilà ModeFlowFlex pour préciser voilà un paramètre bien spécifique. Ça sera tout simplement la recharge et la recharge qui ici est exprimée en mètres cubes par day, ça veut dire par jour. Nous allons tout simplement modifier ça pour mettre ça en mètres cubes par seconde pour que ça corresponde avec bien sûr nos valeurs ici. Donc vous pouvez ici voir que la recharge est exprimée en mètres par seconde. OK? Donc et le débit également, est exprimé en mètres cubes par seconde. Donc c'est ce que nous allons mettre ici à part. En réalité ici pumping rate correspond au débit, donc nous allons mettre ça en mètres cubes par seconde. Voilà, mètres cubes par seconde. OK, donc là on est content et nous allons tout simplement cliquer sur OK quand nous aurons fini. Et vous pouvez vous demander quelles sont l'importance ou l'utilité de ces deux champs. Create a folder for the project permet tout simplement, lorsque vous êtes en train de créer voilà un projet, de dire à ModeFlowFlex que dans l'emplacement où il va créer les projets, qu'il puisse mettre bien sûr ces projets dans un autre dossier qu'il va créer automatiquement. Ici, c'est la description. Si vous avez des particularités à écrire ici pour que vous puissiez vous en souvenir, vous pouvez tout aussi les écrire. Donc, je vais cliquer sur OK et on va vous présenter ces deux cadres, voilà, des modélisations, soit la modélisation conceptuelle, soit la modélisation numérique. La modélisation numérique est intéressant du fait qu'il vous donne la possibilité de pouvoir importer les éléments voilà, qui vont accompagner les projets, en l'occurrence les shapefiles et les cartes. Et dans le cadre de cet exercice, nous allons commencer par bien sûr utiliser la modélisation numérique et nous avons bel et bien donné des amples différences par rapport à ces deux concepts de modélisation conceptuelle et modélisation numérique. Nous vous prions de vouloir suivre notre vidéo précédente. Donc, je vais cliquer sur modélisation conceptuelle. Et déjà ici, nous allons nous trouver avec l'interface graphique de ModeFlowFlex que nous pouvons peut-être vous présenter rapidement. Donc, dans cette interface, d'abord, vous avez cette barre, la toute première barre qui est la barre des titres sur laquelle vous trouverez toujours les logos de ModeFlowFlex et voilà les noms du logiciel, ça c'est connu. Et les dossiers dans lesquels voilà, vous travaillez ou les noms du projet sur lesquels vous travaillez et nos fameux boutons voilà, cacher, réduire et fermer. Et la première barre, c'est ce qu'on appelle la barre des menus. Donc, dans ce cas, nous en avons 6, les menus File, les menus View, les menus Tools, les menus voilà, Workflow, les menus Windows et les menus Help. Donc, chaque menu renferme des propriétés bien spécifiques, que ce soit pour faire des tâches voilà, généralistes, que ce soit pour voilà,
visualiser, que ce soit pour évoquer des outils bien spécifiques, que ce soit pour définir l'espace de travail, que ce soit pour bien sûr afficher la modélisation en 2 dimensions, en 3 dimensions, ou que ce soit pour chercher de l'aide en ligne ou à travers les logiciels. Voilà, donc ça c'est la barre des menus. Ensuite, en dessous, vous avez ce qu'on appelle la barre d'outils. Et voilà, ce qui est intéressant avec Moodflow Flex, c'est que nous aurons l'essentiel des options de façon arborescente sur cette partie dont nous allons bien sûr vous évoquer la quinquessence tout à l'heure. Après la barre d'outils, nous avons tout simplement l'arborescence des données, ok, qui est là, qu'on appelle Data Tree en anglais. Donc, c'est ici qu'on va tout simplement vous présenter de façon chronologique les différentes données que vous serez en train de manipuler dans Moodflow Flex. Et ensuite, en dessous, vous avez tout simplement l'explorateur des modèles, ok, donc ça correspond à cette petite fenêtre latérale. Et à côté, vous avez tout simplement ce qu'on appelle les navigateurs. C'est elle qui va vous donner, du point de vue chronologique, les différentes étapes que vous allez parcourir afin de parvenir à votre simulation. Et ensuite, nous avons cette partie centrale qui correspond tout simplement à ce qu'on appelle fenêtre de visualisation. Ça peut être la visualisation en 2 dimensions ou la visualisation en 3 dimensions. Alors, sur cette étape, nous pouvons revenir sur cette partie intéressante qui correspond au navigateur. Et dans cet navigateur, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous présente bien sûr de façon chronologique les différentes étapes que vous devez parcourir pour arriver juste à bien sûr lancer la simulation et avoir les résultats de votre simulation. Et parmi ces étapes, la première étape sera celle de définir voilà, les objectifs de la modélisation. La deuxième étape, ce sera celle de définir bien sûr la modélisation numérique et qui aura des sous-étapes, notamment celle de créer une grille et celle d'importer un modèle. Donc là, c'est tout simplement les choix qui vous sera donné. Soit vous pouvez créer une grille, ou soit vous pouvez en importer. La troisième étape sera celle de visualiser ou de modifier votre grille en question. La quatrième étape, ce sera celle de définir les propriétés hydrogéologiques de votre domaine que vous êtes en train de simuler, si vous voulez bien. La cinquième étape, ce sera celle de définir les conditions limites, ça veut dire bien sûr la limitation de votre domaine. L'autre étape suivante, c'est la huitième, je crois, ça sera celle, bien sûr, d'entrer justement dans les différentes options qui vous permettront de lancer la simulation proprement dite, etc. Voilà, alors nous allons commencer par faire quelques choix dans cette partie et pour définir les objectifs de la modélisation. Et nous en avons tellement parlé dans notre vidéo précédente. Et voilà, vous savez que les choix qu'il faut faire, vous pouvez faire les choix du type d'écoulement, ok? Et dans notre vidéo précédente, nous vous avons expliqué, voilà, quels sont les différents types d'écoulements. Ça peut être des écoulements saturés avec variation des densités ou constance des densités. Ça peut être des écoulements dans une zone non saturée, ok, ou soit ça peut être dans l'écoulement dans une zone non saturée, mais caractérisée aussi par l'existence de la vapeur d'eau. Donc, vous faites les choix de quel écoulement sera les plus concernés dans votre simulation. Vous avez, voilà, les types de simulation, ça sera justement la simulation des écoulements souterrains. Vous avez notamment si vous voulez bien,
les moteurs d'écoulement associés, ok. Euh, et vous avez le choix d'activer les transports. Ça veut dire que vous considérez que vous allez simuler non seulement l'eau, mais aussi avec les polluants qui seront dedans. Et pour cela, il faut, pour ces polluants-là, définir, bien sûr, les modèles de retardation, ça veut dire leur vitesse d'écoulement. La réaction, ça veut dire, voilà, ces polluants vont influencer sur la qualité de l'eau ou pas. Voilà, les moteurs de transport disponibles. Tout ça, ce sont bien sûr des concepts que nous avons évoqués dans notre leçon précédente et pour lesquels nous avons, pourquoi pas, donné des amples explications. Ce qui est plus capital à cette étape, c'est que nous puissions notamment définir la date, bien sûr, et vous vous souvenez, dans notre introduction, nous avons dit que nous allons prendre la date de 1er janvier, voilà, 1er janvier 2014, et c'est la date que nous venons d'insérer là-bas. Et pour ce qui concerne les paramètres, nous allons d'abord garder les paramètres par défaut tels qu'ils sont là. Vous pouvez voir la conductivité, que ce soit longitudinale, latérale ou des profondeurs. Vous avez la charge qui sera de 100. Bien sûr qu'avec le temps, on va varier ça. Et vous avez les autres paramètres comme SS qui correspond ici à la compressibilité spécifique et SY qui correspond tout simplement au rendement de l'écoulement. Voilà, et ça, ce seront deux paramètres par défaut que nous allons tout à fait voilà, varier plus tard. Et dès que cette étape est finie, nous pouvons tout simplement cliquer sur cette flèche au-dessus pour dire Next. Alors, voilà, cette étape maintenant qui va suivre sera consacrée tout simplement à définir la délimitation numérique ou la modélisation numérique de notre projet. Et voilà, comme nous vous avons présenté sur ces slides, ok, nous vous avons dit que nous allons utiliser ces valeurs pour pouvoir définir ces délimitations. Et nous avons les choix soit d'importer voilà, une délimitation si on l'avait stocké quelque part sur notre ordinateur, ou soit d'en créer un nouveau. Et pour notre cas, nous allons évidemment créer un nouveau grille de délimitation. Et c'est ce qu'on appelle condition limite. Voilà, vous avez le choix de donner un nom si vous voulez. Mais pour ma part, je vais tout simplement garder les noms par défaut. Alors, une fois sur cette étape, sachez que vous avez la possibilité de renseigner les nombres de lignes. Ok, par défaut c'est 20, mais on va devoir mettre 60 comme nous l'avons annoncé bien sûr dans ces slides. Donc nombre de lignes 60, nombre de colonnes 58. C'est ce que nous allons faire. Nombre de colonnes, et vous pouvez voir ici que ça change. Voilà, nombre de colonnes 58. Voilà. Et vous pouvez voir tout à fait les changements ici. Ok. Alors, nous allons aussi devoir changer Xmin et Xmax. Ok, Xmin et Ymin, c'est toujours 0 parce que nous sommes à l'origine. Ok, donc à ce point-là. Mais par contre, leur distance devrait varier. Pour X, ça varie jusqu'à 580, tel que nous l'avons présenté dans les slides. 580. Et pour Y, ça va varier jusqu'à 600. Voilà. Donc, nous avons bel et bien défini les conditions aux limites. Et
vous avez la possibilité de ne pas cocher voilà cette case dite calculate extend from a polygon object. Pourquoi? Parce que c'est une option qu'on utilise si voilà on avait déjà bien sûr importé dans mode FlowFlex un certain shapefile. Ok, à ce moment-là, ce shapefile-là peut être voilà appelé et utilisé pour définir les conditions aux limites de notre projet. Donc, nous allons veiller à ne pas cocher cette case ici. Et le champ suivant, c'est tout simplement le champ number of layers qui signifie tout simplement le nombre de couches. Et nous vous avons dit que pour notre cas, dans cet exercice, nous allons devoir modéliser un domaine qui a 3 couches. Donc déjà, nous allons essayer de mettre à jour le nombre de couches à 3. Ok, il suffit de cliquer ailleurs pour que cela soit actualisé dans le projet. Et pour cela, sur ces tableaux en bas, nous devons tout simplement devoir définir certaines propriétés, notamment les élévations. Et nous vous avons dit dans notre introduction que voilà, vous avez les élévations ou les toits et les murs de nos couches, 10 mètres, 6 mètres, 6 mètres, 3 mètres, 3 mètres, 0. Donc, c'est ce que nous allons devoir renseigner ici. Voilà, les toits de la première couche devrait être à 10 mètres de hauteur et son mur sera tout simplement à 6 mètres. Et le mur de la deuxième couche qui sera aussi à 3 mètres et le mur de la dernière couche à 0 mètre. Donc, c'est ça qu'il faut bel et bien renseigner. Et dès que nous aurons fini, ok, nous allons cliquer sur cet outil Create Grid. Et vous verrez que le logiciel aura mouliné pour nous créer notre grid en question. Ok. Et ensuite, nous allons cliquer sur cette flèche pour, bien sûr, progresser dans notre exécution du projet. Voilà, alors une fois que nous cliquons sur la flèche, on nous présente notre grid selon les propriétés qu'on aura définies. Mais cette nouvelle étape, c'est simplement dédié à la modification du grid. Ça veut dire que, voilà, si vous voulez voilà, mettre à jour votre grid par rapport à des spécifications bien précises, vous pouvez les faire. Et cette étape permet particulièrement à pouvoir tester de légères variations dans notre structure de la grille et spécifier les cellules particulières qui doivent être actives ou inactives. N'est-ce pas, pour les modèles de flux. Ça veut dire en désactivant certaines cellules, elles ne seront pas prises en compte ou comptabilisées dans la simulation. Ça veut dire que là, vous avez notre grid et ces grids concernent tout, voilà, ces domaines couverts. Mais parfois, il peut s'avérer que voilà la partie qui nous concerne est tout simplement un domaine quelque part là. Et par conséquent, pour, c'est pas moi, affiner l'analyse ou réduire les temps d'attente, on peut se décider de ne pas comptabiliser certains carreaux de ces domaines et se concentrer seulement à la partie du projet. À ce moment-là, on peut, voilà, désactiver certaines cellules. Voilà, et cette désactivation se fait dans cette étape de, voilà, View or Edit Grid. Mais nous n'allons pas trop nous focaliser là-dessus. Donc, nous n'allons pas dans ces projets devoir modifier les propriétés des grilles. Nous allons utiliser la grille d'une manière générale. Et pour s'en passer, il va falloir cliquer sur
la flèche suivante pour bien sûr passer à une autre étape tout aussi capitale. Donc je clique dessus, je passe à l'étape de définition des propriétés. Et tel que je vous ai dit, voilà, en hydrogéologie, nous avons plusieurs propriétés hydrauliques que nous allons devoir modéliser, mais pour bien parfaire cette modélisation, je propose qu'on voilà, on aborde avec vous ces différents paramètres hydrauliques. Donc, nous allons passer à notre prochain slide. OK, parmi les paramètres hydrauliques, nous allons citer d'abord les deux grands paramètres, c'est notamment la conductivité hydraulique et la porosité effective. Voilà, la conductivité hydraulique représente tout simplement la capacité d'un milieu poré à transmettre l'eau. OK, parce que nous parlons d'un écoulement souterrain, sachez que voilà, l'écoulement souterrain s'est fait à travers, bien sûr, les roches, notamment les roches meubles, mais ces roches ont chacune des capacités qui diffèrent par rapport à leur capacité à se laisser conduire par l'eau. OK? Et bien sûr, cette capacité de se laisser conduire par l'eau est traduite par ces paramètres qu'on appelle conductivité hydraulique qui se mesure en mètres par seconde. Alors, cette conductivité hydraulique est exprimée selon les directions, ça veut dire, ça peut être longitudinalement, ça peut être latéralement ou ça peut être selon la profondeur. Alors, voilà pourquoi on peut avoir la conductivité Kx, ça veut dire selon la longitude, la conductivité KY selon la latitude, la conductivité KZ selon la profondeur. Et dans notre exercice, nous allons devoir avoir des valeurs suivantes de conductivité. Ça veut dire, on va considérer que la conductivité longitudinale et latérale seront les mêmes pour toutes les couches. Pour la couche 1, ça sera égal à 1 millième. Pour la couche 2 et 3, ça sera égal à 5 millièmes. Par contre, pour la couche, donc pour la direction Z, la conductivité sera de 10% la conductivité horizontale, ok, ce qui va correspondre exactement à 1 10 millième. Et pour le reste, la conductivité verticale va rester pareil. Donc, la conductivité est exprimée par la formule qu'on appelle la formule de Darcy. Voilà, qui stipule K égale à qui multiplié par LA sur delta H multiplié par K. Et s'il y a une façon d'évaluer cette conductivité, c'est notamment par rapport à quelques essais, donc l'essai des pompages en utilisant soit la méthode de Thiem ou soit la méthode de Thiès ou soit la méthode de Jacob. Du point de vue interprétation, lorsque la conductivité est supérieure à 1 millième, on dit que la perméabilité est élevée. Et c'est généralement le cas des graviers, des sables grossiers. Lorsque la perméabilité est entre, voilà, 1 100 millième et 1 1000 millième, on va parler d'une perméabilité moyenne. Et là, c'est l'exemple des sables fins et des limons. Et lorsque la perméabilité est inférieure à 10 exposant moins 9 mm par seconde, on dit que la perméabilité est faible dans ces matériaux et pour les cas échéants, on fait allusion à l'argile et aux roches compactes. Le deuxième paramètre dont on parlait, c'est la porosité. Et sachez qu'ici, il y a des différences à faire entre la porosité totale et la porosité effective. La porosité fait référence au vide qu'on peut trouver dans un sol ou dans une roche. Mais dans un sol ou dans une roche, tous les vides ne sont pas susceptibles
de conduire de l'eau, ok? Il y a des vides qui sont isolés, qui ne sont pas connectés avec les autres vides et qui par conséquent ne sont pas comptabilisés dans l'écoulement de l'eau. Ces genres de vides, euh, lorsqu'elles sont exclues, ne font pas partie des vides qui entrent dans la définition de la porosité effective. Donc, en quelque sorte, la porosité effective, c'est tout simplement la fraction du volume total des matériaux qui contribuent activement à l'écoulement. Et là, vous comprenez donc que les vides isolés ne sont pas à comptabiliser. Et dans le cadre de cet exercice, la conductivité effective sera égale à 0,16. Nous allons y revenir. Mais par contre, la conductivité, et plutôt la porosité effective sera égale à 0,16 et la porosité totale sera égale à 0,25. Alors, voilà. Il y a aussi une façon d'évaluer la porosité effective. Soit on peut faire des essais en laboratoire, les essais qu'on appelle percoloration, soit on peut faire les essais sur la carotte, ou soit on peut utiliser les imageries ou les microtomographies. Voilà. Alors, cela étant dit, nous allons évoquer aussi quelques autres paramètres hydrauliques qui seront notamment les paramètres dits les paramètres de stockage. Et nous avons principalement deux paramètres de stockage, notamment le paramètre dit rendement spécifique et les paramètres compressibilité spécifique qui sont voilà, respectivement représentés par SY et SS. Voilà, les rendements spécifiques représentent tout simplement la fraction d'eau relâchée par gravité lors d'un rabattement. Donc, lorsqu'on est en train de faire un pompage et qu'on relâche ces pompages, il y a bien sûr une certaine quantité de l'eau qui va rentrer vers la position initiale. Donc, cette fraction d'eau-là qui sera relâchée, ok, par gravité lors d'un rabattement, c'est ce qu'on appelle les rendements spécifiques. Et elle est applicable aux aquifères libres, ça veut dire aux gisements d'eau dont la surface supérieure est exposée à l'atmosphère. Et pour cet exercice, nous allons considérer que le rendement spécifique est égal à 0,16. Et il y a aussi des méthodes qui sont utilisées pour évaluer ces rendements spécifiques, c'est notamment l'essai de rabattage ou les courbes de drainage. Et le deuxième paramètre hydraulique important ici, c'est la compressibilité spécifique, qui est une variation du volume d'eau stockée par variation unitaire des charges hydrauliques. Donc ici, chaque fois qu'on varie la charge hydraulique d'un aquifère, on regarde bien sûr comment varie aussi les volumes d'eau de cet aquifère. Ok, donc ces rapports-là, des variations de volume d'eau pour chaque unité de charge hydraulique va correspondre à ce qu'on appelle la compressibilité spécifique. Et dans ces cas spécifiques, on va utiliser tout simplement la valeur de 0,01, ok, comme étant la compressibilité spécifique de notre projet. Et on spécifie que voilà, cette variable est beaucoup plus évaluée dans le cadre des aquifères captifs. Et nous avons vu avec vous que les aquifères captifs, ce sont ces couches perméables contenant de l'eau qui sont encadrées en haut et en bas par des couches imperméables. Voilà, ensuite, nous avons la charge, ok, et dans le cadre de cet exercice, nous devons spécifier que la charge qui représente tout simplement l'alimentation par notre domaine en eau, pour le cadre de cet exercice, on suppose que notre domaine sera alimenté par des rivières qui l'encadrent de gauche à droite, ok, à gauche, la rivière aura pour charge de 9 mètres
et à droite, la rivière aura pour charge de 8 mètres. Voilà. Alors, comment est-ce que nous allons matérialiser ces deux rivières sur MoodFlowFlex? Nous allons les matérialiser tout simplement en dessinant des polygones, une polygone à gauche et une polygone à droite, et par la suite, nous pourrons attribuer à ces polygones la charge. Voilà. Alors, nous aurons d'autres propriétés à ajouter, et ces propriétés-là vont bien sûr servir dans le cadre où nous allons modéliser cette fois-là un forage dans ce domaine, et nous aurons à simuler un pompage. Et quand on simule un pompage, il y aura aussi d'autres paramètres hydrauliques qui vont s'ajouter, notamment le paramètre de recharge, le paramètre de pompage. Et voilà, la recharge va représenter tout simplement les infiltrations naturelles, notamment les pluies et les ruissellements. Et dans le cadre de ces projets, nous aurons à prendre la valeur de la recharge qui sera de 8 multiplié par 10 exposant moins 9 mètres par seconde. Et cette conversion est appliquée pour 0,25 mm par an. Et le pompage à un puits sera fait en considérant que son débit est de 0,01 mètre cube par seconde. Voilà, et là vous avez justement les formules de rabattement pour guider votre compréhension. Donc, à quoi est-ce que nous nous attendons après cette simulation? C'est de faire des visualisations. Ok, nous pourrons visualiser la variation de la charge hydraulique qu'on appelle spécifiquement ici ET. Ok, donc à travers la carte de la nappe, nous pourrons visualiser les rabattements, voilà, pour identifier les zones impactées par les pompages. Nous pourrons visualiser les vitesses d'écoulement qui seront exprimées en mètres par seconde, n'est-ce pas? Et nous allons voir comment les représenter par des flèches. Nous allons visualiser les bilans hydrauliques, que ce soit en termes d'entrée et de sortie. Nous allons visualiser les cellules sèches, ça veut dire dans ces cas spécifiques, elles seront représentées en vert. Voilà. Alors, nous allons aussi voir comment est-ce qu'on va personnaliser l'affichage en changeant l'échelle à des flèches de vitesse, modifier la couleur et aussi visualiser les résultats obtenus en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Alors, cela étant dit, nous allons rentrer dans MoodFlowFlex, ok, pour définir les différentes propriétés hydrauliques maintenant que vous les connaissez. Voilà, et parmi ces propriétés hydrauliques que nous allons définir, nous allons avoir la conductivité. Nous pouvons avoir la liste de ces propriétés ici, notamment la conductivité. Nous aurons les propriétés de conductivité, vous savez ce que c'est. Voilà, notamment la porosité et la conductivité elle-même. Vous aurez les propriétés de stockage, vous savez ce que c'est, les rendements spécifiques par exemple. Et vous avez les propriétés de recharge. Ok, ce sont là les différentes propriétés que nous aurons à définir dans cette étape. Alors, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans Toolbox, ok. Dans Toolbox, nous allons tout d'abord sélectionner la conductivité, ok. Et puis, dans Zone, ok, nous avons la zone qui est là. Et puis ensuite, nous allons tout simplement dans Assign. Vous pouvez voir que nous avons la possibilité de choisir plusieurs propriétés ici. Ok, pour le moment, on va les garder. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons 3 couches dans cet exercice. Ok, voilà, je vais cliquer sur Edit. Et en cliquant sur Edit, vous pouvez voir que pour le moment, malgré que nous avons 3 couches, voilà,
vous pouvez voir qu'il n'y a qu'une seule couche, une seule zone qui est reconnue. Même si en revenant ici, j'ai mis par exemple, je remonte les layer à 3, mais quand je clique sur Edit, j'aurai toujours une seule euh, zone qui est reconnue. Alors, je voudrais pouvoir changer cela pour que je puisse avoir trois zones de manière générale. Alors, pour y arriver, je vais devoir, bien sûr, faire quelques manipulations. OK. Je vais cliquer dans... Voilà. Pour ajouter des nouvelles couches, comme nous en avons euh, reconnu qu'une seule actuellement, nous allons devoir aller sur voilà cet onglet Assign et cliquer sur Entirely Arrow Column. Voilà. Et dans cette bien sûr partie, OK, nous allons d'abord commencer par euh, définir tout ce qu'il y a de possible. OK. Donc là, vous avez la première couche qui existe. OK. Et moi, je vais vouloir créer une nouvelle. Pour cela, je vais cliquer sur New. OK. En cliquant sur New, je vais décocher bien sûr sur cette partie. OK. Pour cocher la deuxième couche. Voilà. Et cliquer sur OK. Vous verrez qu'une autre couche me sera ajoutée. OK. Voilà. Ensuite, pour créer la troisième couche, on va procéder de la même façon. Donc, je viendrai sur Assign. Je cliquerai sur, bien sûr, voilà, Inter Layer Chrome Column. Et, OK, je peux basculer sur la deuxième couche maintenant. Et si je veux qu'il existe euh, une troisième couche, je peux tout simplement cliquer sur New. Ça sera symbolisé par vert. Et cette fois-là, je vais cocher la troisième couche ici et cliquer sur OK. Donc, vous verrez que j'ai trois couches. Et en ce moment-là, si je clique ici au-dessus, vous verrez que la coloration va changer par rapport à la couleur que j'ai conférée à cette couche. Et je peux cliquer aussi sur la troisième couche. Vous verrez qu'il y a bel et bien la différence. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Voilà. Et vous pouvez voir que dès que je clique sur zone, cette fois-là, on va me reconnaître les trois zones qui vont correspondre aussi à trois couches. Voilà. Alors, lorsque j'ai fini de créer la couche, ok, j'ai justement la possibilité de pouvoir attribuer les différentes valeurs par rapport à mes couches en question. Donc, je peux venir ici, Entire Layer, ok. J'ai ma couche 1, ok. Alors, sur cette couche, vous avez des valeurs que vous pouvez définir, notamment la valeur de la conductivité horizontale à la conductivité X et Y, ok, pour la première couche. Et si vous vous souvenez bien, nous avons bel et bien évoqué les différents paramètres que vous pouvez définir en termes de conductivité horizontale et conductivité verticale. Et la conductivité horizontale, elle devrait être égale à 0,001 pour ce qui est de la première couche. Donc, je vais prendre 0,001 que je peux renseigner ici. Je pense même que c'est pratiquement la même chose. Je ne sais pas si les valeurs s'échangent ou pas.
Voilà, à vous de pouvoir changer ces valeurs de conductivité pour que ça s'adapte à, bien sûr, euh, la valeur de la conductivité qu'il faut. OK, donc ici, ça devrait être 0,001, de l'autre côté 0,001. Et la conductivité verticale, euh, on a dit que ça devrait être tout simplement, si vous voulez bien, les 1 dixième, donc les 10% de la conductivité horizontale, ce qui fera bel et bien 0,005. Alors, pareil, si l'on veut avoir une telle conductivité, mais cette fois-là, pour, voilà, euh, la couche des Z ou que sais-je encore. Donc, ici, pour essayer de faire des modifications, nous allons tout simplement cliquer sur Edit. Et puis, nous sommes sur la première zone. OK. Alors, sur cette première zone, on vous donne la valeur de la conductivité. Donc, vous pouvez cliquer ici et mettre la valeur, c'est 0,0001 pour tout à fait la première couche. OK. Et curieusement, c'est déjà la même valeur, donc on n'a pas à modifier. Donc, ces nombres d'éléments constituent les nombres de cellules telles que constituées ici. Et donc, nous devons donner cette conductivité à toutes les cellules de notre domaine. Voilà, on peut définir la valeur pour le premier domaine. Et si on veut généraliser ça, il suffit de cliquer sur cet outil-là. Donc, ça va remettre cette valeur pour toutes les colonnes. Là, ça a envoyé une erreur parce que c'est déjà une valeur qui existe pour les restes. Voilà, ça, je pense que la valeur est correcte aussi. Et pour l'autre là, je pense que c'est évidemment la valeur de 0,00, voilà, 405. OK, et on n'a pas besoin de généraliser parce que c'est évidemment, voilà, cette valeur qui sera répertoriée partout. Donc là, nous venons de définir, bien sûr, les conductivités pour la première couche. Nous pouvons basculer sur la deuxième couche aussi. Et je pense que voilà les valeurs de conductivité. OK, pour la deuxième couche, les conductivités, si vous voulez bien, horizontales et verticales, devraient varier. On devrait vérifier ça parmi nos paramètres. Donc, pour la deuxième couche, la conductivité devrait être de 0,5. Donc, je vais mettre cette valeur de 0,5. Déjà, il y a quelque chose à modifier. Pour la première couche, ce n'est pas cette valeur-là, ça sera 0,00001. OK. Et ça, on va généraliser pour l'ensemble de cellules en cliquant sur cet outil-là. C'est pour les deux autres couches, ça sera 0,0005. Donc voilà, ici, nous allons tout simplement essayer de modifier 0,0005 comme conductivité. Et on va généraliser ça. Voilà. 5 millièmes. Et ça sera pareil. 5 millièmes de l'autre côté pour généraliser sur les autres cellules. Je vais cliquer là-bas. Et ici, contrairement à la première couche qui aura pour valeur 0,00001, ici nous aurons plutôt 0,00005. Donc c'est ce que je vais changer, 0,00005. OK, et je vais généraliser. Voilà, je vais faire pareil pour la dernière couche. Donc 0,0005. OK,
que je vais généraliser en cliquant là-bas. Et là, je mets encore 0,0005. Je généralise la valeur de la conductivité. Et là, je sais qu'il faut varier 0,0005 et non 1 comme pour la première couche. Donc, je clique là pour généraliser. Voilà donc, en faisant ça, nous avons pu définir les valeurs de conductivité. Et vous vous souvenez que ça, c'est une étape capitale de devoir définir, si vous voulez bien, les paramètres hydrauliques de notre domaine. En l'occurrence, ici, ça sera la conductivité qu'on aura à définir pour toutes nos 3 couches, y compris toutes les cellules qui constituent nos 3 couches. Donc, nous allons cliquer sur OK. Voilà. Alors, après avoir défini les propriétés concernant la conductivité, nous allons définir aussi les propriétés concernant les paramètres de stockage. Donc, ici, dans la partie Toolbox, nous allons sur les champs conductivité sélectionner les stockages. OK. Et nous allons pouvoir chercher maintenant comment définir bien sûr ces valeurs de stockage. Et pour votre rappel, dans ce projet, le paramètre de stockage, on a dit que pour ce qui est des rendements spécifiques, sera défini par 0,16 et pour ce qui est des compressibilités spécifiques, la valeur de stockage sera définie à 0,001. Et donc, nous allons vous montrer concrètement comment cela devrait être défini. Voilà, alors pour ajouter les paramètres de stockage après avoir, si vous voulez bien, voilà, mis ou sélectionné storage, les propriétés storage au niveau des toolbox, vous pouvez bien sûr venir sur cet outil Edit. OK, donc vous cliquez sur Edit. Vous aurez cette fenêtre qui va apparaître. Et dans cette fenêtre, vous pouvez voir qu'il y a les paramètres de stockage, en l'occurrence SY et SS. OK. Et vous avez aussi la porosité effective et la porosité totale. Donc, voilà les 4 valeurs que nous devons ajouter à ce niveau. OK. Pour ce qui est de SS qui représente ici, si vous voulez bien, le rendement spécifique, nous avons dit que dans ce projet, nous allons la définir à 0,16. Pour ce qui est de SS qui représente ici la compressibilité spécifique, nous allons la représenter par 0,01 et nous pourrons prendre aussi la porosité effective à 0,16 et la porosité, si vous voulez bien, totale à 0,25 tel que nous l'avons énoncé précédemment. Donc, commençons par rendement spécifique et compressibilité spécifique. OK, donc le rendement spécifique, nous avons dit qu'il sera à 0,16, donc 0,16. Ce sera une cellule. Donc, on va supposer que les rendements spécifiques est la même pour toutes les cellules. Pour cela, je vais cliquer sur cet outil Assign Column. Ça sera assigné sur toutes les cellules. Pareil pour, bien sûr, la compressibilité spécifique que je vais accorder à 0,001 si je ne me trompe pas. Donc, compressibilité spécifique. Voilà 0,001. Voilà, pour attribuer cela à toutes les valeurs, je vais cliquer sur cet outil au milieu, Assign Column. Voilà, et pour ce qui est de la porosité effective, justement, c'est 0,16 que l'on va prendre, 0,16. Donc, on va l'attribuer à toutes les cellules également.
Et enfin, pour la porosité totale, on va la fixer à 0,25 et l'assigner à toutes les valeurs d'une manière générale. Voilà donc comment nous pouvons assigner le valeur concernant les paramètres de stockage pour bien sûr une modélisation d'écoulement permanent, et nous allons cliquer sur OK. Alors, cela étant fait, nous allons justement passer à une étape tout aussi importante, et pour cela, nous allons cliquer sur ici la flèche au-dessus Next Step, ce qui va nous ramener bien sûr à une étape de définir les conditions limites. Et dans ces projets tels que nous venons de vous les dire, les limites de notre projet sera définies par le fait qu'on aura deux cours d'eau, voilà, à gauche et à droite. À gauche, un cours d'eau qui aura bien sûr une charge de 9 mètres, et à droite, sa charge ce sera de 8 mètres, alors que en haut et à droite, nous aurons tout simplement un domaine ouvert. Et ce genre de conditions limites, c'est ce que nous allons définir à cette étape spécifique. Voilà, alors déjà, vous devez savoir qu'il y a plusieurs, bien sûr, options qui vont nous permettre, bien sûr, de définir les conditions aux limites. Voilà, mais rassurez-vous d'avoir sélectionné la charge sur cette étape, parce que dans ces projets, nous allons devoir, bien sûr, délimiter notre domaine par ces cours d'eau-là. Voilà, après avoir défini constant height comme étant la charge constante, pour pouvoir définir nos conditions aux limites, nous allons devoir utiliser cette option Assign. Donc, nous cliquons sur Assign et nous sélectionnons Polyline, et nous allons représenter nos différents cours d'eau par des lignes verticales qui délimiteront notre domaine à gauche et à droite. Donc, une fois que vous avez sélectionné Polyline, vous venez au centre de la première cellule, vous cliquez dessus et vous basculez. Vous verrez qu'il y aura une ligne rouge qui sera en train de se dessiner. Jusqu'à la dernière cellule, vous cliquez dessus. Vous faites clic droit et vous aurez une liste d'options, notamment qui a des options Finish et Cancel Editing. Donc, nous allons sélectionner Finish. Nous cliquons sur Finish et vous patientez, vous aurez cette fenêtre. Et nous allons tout simplement cliquer sur Next, et ça nous donne la possibilité de pouvoir enfin définir bien sûr nos charges. Et pour bien sûr la rivière à gauche, nous avons dit que la charge sera de 9, donc nous allons devoir renseigner la valeur 9, donc comme charge de débit et charge de la fin. Justement, je vais généraliser cette charge pour toutes les cellules. Voilà, de l'autre côté aussi, je les généralise pour toutes les cellules. Et je peux cliquer sur Finish. Et vous verrez que voilà, la première limite me sera matérialisée. Et je vais faire la même chose pour la deuxième limite. Donc, je vais aller sur Assign Polyline. Au milieu de la cellule extrême droite, je vais cliquer dessus et basculer jusqu'à la dernière cellule. Cliquer dessus, faire clic droit, sélectionner Finish. Voilà, je vais cliquer sur Next et ensuite assigner la valeur de la charge. Cette fois-là, ça sera 8 si vous vous souvenez bien. Donc à droite, la charge est de 8 et je vais généraliser pour toutes les cellules. Et de l'autre côté, la charge sera également de 8 et je vais devoir généraliser pour toute, voilà, d'abord entrée et ensuite généraliser. Et puis je vais cliquer sur Finish et vous verrez que voilà, ma deuxième limite me sera matérialisée. Alors, vous devez voilà, vous rappeler que cette valeur de charge, vous devez l'attribuer non pas à une seule couche, mais à plusieurs couches. Et donc là, si vous cliquez sur cet outil pour visualiser les différentes couches, vous verrez qu'au niveau de la deuxième couche, nos charges vont disparaître, tout simplement parce que
nous les avons attribués à la première couche, pas à la deuxième et la troisième. Mais nous devons pouvoir dupliquer ces charges au niveau de la deuxième et la troisième couche pour que toutes nos couches soient attribuées d'une charge. Alors, pour faire cette duplication, nous allons devoir cliquer sur cet outil copie et sélectionner Entire Layer. Et nous allons justement, voilà, cocher toutes les charges possibles que nous avons déjà créées. Et ensuite, nous cochons aussi toutes les couches possibles et nous cliquons sur OK. Voilà, en ayant fait cela, vous pouvez remarquer que même si nous montons sur la deuxième couche, les charges seront bel et bien attribuées de la même façon que si nous montons sur la troisième couche, nous aurons tout à fait les charges qui existent. Maintenant que nos conditions aux limites sont définies, nous pouvons passer à une étape très importante, c'est celui d'exécuter la simulation de l'écoulement. Donc, nous allons cliquer sur la flèche au-dessus, mais avant cela, j'aimerais bel et bien enregistrer les projets pour me rassurer que tout ce que j'ai défini comme données ne vont pas se perdre. Donc, je vais cliquer sur Save pour bel et bien enregistrer. Et ensuite, je clique sur la flèche au-dessus. Voilà, alors sur cette flèche, on va vous présenter les différentes possibilités de définir votre modélisation, mais pour ce qui nous concerne, nous sommes dans l'étape d'une modélisation simple, donc nous allons sélectionner tout simplement Select Run Type. Voilà, alors, tel que je le disais, vous pouvez complexiter la modélisation ou carrément utiliser une modélisation simple également. Et dans ce cas, nous allons cliquer sur Single Run pour bien sûr simplifier notre modélisation. Et avant de pouvoir lancer l'exécution de la simulation, vous avez la possibilité de définir les moteurs d'écoulement et dans notre leçon précédente, nous vous avons expliqué longuement les différents moteurs d'écoulement et à quoi ils servaient et à retenir tout simplement que selon les modèles d'écoulement que vous sélectionnez, vous donnez la possibilité à ce que votre traitement puisse tenir en compte soit des transports de polluants dans l'eau, soit tout simplement de l'existence de la vapeur d'eau dans les vides des sols pour lesquels vous êtes en train de simuler l'écoulement. Donc, pour ce cas, nous vous conseillerons dans le cadre de cet exercice, de garder bien sûr la deuxième option et voilà, et de cliquer tout simplement sur la flèche suivante. Voilà, une fois que vous êtes sur cette flèche, ok, vous avez la possibilité tout simplement de lancer, bien sûr, si vous voulez bien, la simulation, ok. Pour lancer la simulation, vous devrez d'abord cliquer sur Translate avant de pouvoir cliquer sur l'autre flèche pour passer à une autre étape. Mais déjà là, on vous montre tout simplement les différentes propriétés qui seront, bien sûr, vont se référer au moteur d'écoulement que vous avez sélectionné précédemment. OK? Donc, soit aussi, vous pouvez passer sur Translate pour, bien sûr, voir la mémorisation des différentes étapes relatives à votre traitement. OK, donc pour notre cas, nous allons nous contenter bien sûr des paramètres par défaut et cliquer sur Translate. Et là, le logiciel va mouliner. Vous voyez que ça ne prend pas assez de temps. Et maintenant que cela est finalisé, vous avez la possibilité de voir les informations afférentes en parcourant bien sûr ces différents onglets. OK. Donc, nous nous contentons de quelques informations relatives au traitement de notre modèle et nous allons tout simplement cliquer sur Suivant pour cette fois-là passer au traitement nécessaire, bien sûr, à générer notre modèle. Donc, nous allons commencer par cliquer sur Run All Engine. OK. Et vous allez attendre jusqu'à ce que vous aurez les messages
the run was successful, ok? Et dès que vous arrivez dessus, c'est que vous êtes dans les bons et vous pouvez voir les résultats par rapport au traitement de votre domaine, ce qui sera tout à fait intéressant. Maintenant que nous avons fini les traitements, nous pouvons justement passer à la visualisation de nos données. Vous voyez que c'est la dernière étape. Donc, je vais cliquer sur la flèche, ok? Et on va vous demander comment est-ce que vous voulez visualiser vos données. Est-ce que vous voulez les visualiser en tant que carte ou en tant que diagramme? Bien sûr, nous allons commencer par visualiser en tant que carte. Et là, échec et maths, vous pouvez voir la carte relative à la simulation de votre écoulement en régime permanent qui est bel et bien visible avec des couleurs. Donc là, pour la première propriété qui est visualisée, c'est tout simplement la charge. Et vous pouvez voir la variation de la charge, comment elle est exprimée. OK. À l'extrême gauche, nous avions bel et bien une charge élevée qui était de 9. Et à l'extrême droite, nous avons une charge qui était de 8. Et vous pouvez voir la variation de cette charge de gauche à droite. OK, à travers une sorte de différence de coloration. OK? Et si par contre, vous ne voulez pas voir la charge, mais vous pouvez voir aussi la vélocité. OK? Donc, la vélocité, elle est bel et bien exprimée là. OK? Elle peut aussi faire référence tout simplement à la vitesse. Et vous avez la possibilité de faire clic droit sur cette vélocité et de définir les paramètres spécifiques par rapport à cette vélocité. Donc, je vais cliquer sur Setting. OK. Donc, je peux basculer sur les différents paramètres et essayer de changer les histoires comme je l'aurais voulu. Donc, vous avez aussi les paramètres, les propriétés relatives, si vous voulez bien, au data table, ok, tel que vous pouvez aller voir ici, ok. Donc, à vous d'afficher ces différentes valeurs et d'essayer de voir en quoi est-ce que elles peuvent être tout à fait intéressantes et d'essayer un peu de, si vous voulez bien, les manipuler autant que vous pouvez. Voilà. Alors, pour notre cas, nous vous informons que voilà, ce sont là les différents éléments que vous pouvez utiliser et manipuler à bon escient. Donc, vous voyez que par exemple là, pour ce qui est de la vitesse, on peut changer, si vous voulez bien, sa couleur, les styles. On peut prendre Velocity Map qui fait référence ici à la vitesse. OK. Donc, Velocity Map, on peut, si vous voulez bien, varier ces différentes valeurs et voir c'est à quoi on aura affaire. OK. Alors, je vais représenter par exemple la vitesse non pas par projection mais par des directions et à ce moment-là, ça peut me montrer des flèches par exemple. Je vais cliquer sur Apply et vous pouvez voir que vous avez les différentes flèches ici qui vont montrer la vitesse. Au lieu de la couleur blanche, par exemple, je peux prendre la couleur rouge là-bas et cliquer sur OK. Cliquez sur Apply et vous verrez que les flèches de vitesse seront en rouge et vont me montrer comment est-ce que l'écoulement va se comporter. Voilà donc, vous pouvez tout aussi visualiser les choses non pas que en 2 dimensions mais aussi en 3 dimensions et pour cela il suffit de cocher cette case 3D. Voilà, vous aurez la visualisation 3D ici et si vous voulez vous pouvez utiliser cet outil là au-dessus, donc Rotations, pour essayer de bouger les 3D en question et voir ce qu'il en est. Voilà donc là
je suis en train de visualiser la charge, mais en 3 dimensions. Et vous pouvez voir ce qu'il en est. Voilà, ça c'est un peu cool de ne pas demeurer qu'avec une visualisation en 2 dimensions, mais d'en avoir aussi en 3 dimensions. Là, on peut ajouter tous les autres valeurs. Ok, là, vous pouvez voir que nous avons les 3 couches qui sont bel et bien représentées et qui sont visibles. Là, je peux afficher aussi la vitesse et aussi, pourquoi pas, ajouter les hauts table. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette leçon dans laquelle nous avons montré comment faire une simulation d'un écoulement en régime permanent dans mode FlowFlex. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine leçon dans laquelle nous allons voir comment ajouter un puits de pompage, n'est-ce pas? Et on va simuler un pompage dans ces projets et pour essayer d'évaluer les rabattements et l'influence que cela aura sur notre domaine. Je vous dis ciao, à bientôt.